On va faire comme si vous ne voyez pas tous les livres tomber derrière et comme si vous n'aviez pas remarqué que je filme cette vidéo exactement le même jour que la dernière vidéo parce que j'ai le même maquillage mais j'ai changé de haut simplement pour vous. Et de toute façon, je vais pas perdre plus de temps parce qu'aujourd'hui, je reviens enfin pour mes lectures de juillet. Alors je sais, ça fait longtemps. J'ai décidé de faire une pause sur mes vidéos lecture du mois, donc j'en ai pas fait pour le mois de juillet. Celle du mois d'août, du coup, arrivera la semaine prochaine normalement. Mais j'ai décidé de reprendre et de profiter d'être de nouveau au taquet pour Booktube pour vous filmer cette vidéo. Également pour boucler un petit peu mes lectures là de cette année scolaire là et de ces vacances pour mieux commencer sur de meilleures bases avec la rentrée universitaire, tout ça. Donc bref, je ne perds pas plus de temps parce que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres au mois de juillet. Et il va falloir que je m'en souvienne parce que certains sont un peu flous. J'avoue que le fait de lire beaucoup de livres, ça fait que j'oublie plus facilement, plus rapidement ce que j'ai lu. Et d'ailleurs, je sais même pas où j'ai foutu le dernier livre, donc bref, à l'arrache, hein, c'est chaotique comme toutes mes autres vidéos. Bref, on va commencer avec ma première lecture. Mais c'est pas ça, pourquoi j'ai mis ça là? Oh tiens, merde. Oh merde, je crois que je l'ai... Oh, c'est chiant ça. En plus, le premier livre dont je voulais vous parler, c'était un recueil de poèmes, donc ça m'aurait arrangé de l'avoir quand même, putain. Bon bah, le livre dont je voulais vous parler, c'était Au passage de l'heure de Robert Davreux. Normalement, il sera là ou là, je ne sais pas. On verra comment je me suis organisée pour la vidéo. Il s'agit d'un recueil de poèmes que j'ai trouvé complètement par hasard chez un bouquiniste à Paris en décembre dernier. Et j'avoue que j'avais été pas mal inspirée par le nom de ce recueil. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette lecture, je m'y attendais pas. J'avais un petit peu peur de me lancer parce que je trouvais ça assez mystérieux. Je ne connaissais rien de l'auteur. Et du coup, je me suis quand même lancée un petit peu comme ça par hasard. Et quelle découverte, honnêtement. Je vous parlerai de la poésie dans une prochaine vidéo qui arrivera, je pense, au mois de septembre sur la chaîne. C'est une vidéo qui va me demander un tout petit peu plus de recherche et d'organisation que d'habitude, ne serait-ce déjà que pour avoir les livres sous la main, plutôt que de les perdre. Et en fait, c'est toujours aussi dur pour moi de vous parler de pourquoi j'aimais tel ou tel recueil. Mais ce qui m'a vraiment marqué avec ce recueil, c'est la facilité avec laquelle mon cerveau les acceptait. Parce qu'il y a certains poèmes, et j'en avais parlé notamment avec le recueil d'Aurélien Barraud, certains poèmes, j'ai beau les lire plusieurs fois, j'ai beau comprendre le sens des mots, ça veut juste pas rentrer. Ma tête n'arrive pas à visualiser une image, une scène, un souvenir à la lecture de ces poèmes. Et moi, pour moi, la poésie, c'est ça, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre, ce sont les mots de quelqu'un d'autre qui viennent réveiller quelque chose en soi, quelque chose qui nous touche, quelque chose d'hyper personnel, de beau ou même de moche parfois, enfin que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs, mais dans tous les cas, les mots sont là pour sublimer ce souvenir, pour l'ancrer sur la page. Et donc c'est vrai que dans un recueil de poèmes, on peut ne pas du tout être touché par certains poèmes, être totalement hermétique à la plume d'un auteur, comme si mon cerveau n'arrivait pas à se dire putain ce vers qui n'a pourtant pas été écrit pour moi, il fait sens pour moi et me rappelle quelque chose dans ma vie. Et là avec Robert Davreux, honnêtement, ça l'a fait pour la majorité des poèmes même. Alors certains, évidemment, comme dans tous les recueils, m'étaient un petit peu plus mystérieux que d'autres, mais il y a certains poèmes qui, honnêtement, m'ont énormément touchée et j'aurais du mal à l'expliquer. Pour moi, ce serait beaucoup plus simple de vous en parler, d'aller de poème en poème, de vous expliquer pourquoi ça m'a touchée, pour vous donner un petit peu un exemple de pourquoi j'aime la poésie, mais ça, ce sera dans la vidéo spéciale poésie. Un sans faute poétique pour moi, dans le sens où même s'il y a certains poèmes que j'ai moins aimés que d'autres, ça reste quand même une découverte qui m'a fait vibrer. Tout simplement. Ensuite, on passe à une relecture puisque j'ai lu L'art d'être fragile d'Alessandro d'Avegna. Alors celui-ci, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il s'agit d'un essai d'un professeur et auteur italien qui a écrit sur le poète Giacomo Leopardi. Je ne connais pas du tout ce poète. Je pense que c'est un des poètes les plus étudiés par les jeunes italiens à l'école. Et en fait, il se sert de l'œuvre et de l'histoire de Leopardi pour raconter un petit peu sa façon de voir la vie à chaque âge, du coup, l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse. Donc c'est à travers plusieurs noms de chapitres. Et je trouve qu'il y a une beauté dans la plume déjà de... J'allais dire Léopardi, oui, mais surtout d'Alessandro d'Avegna, qui véhicule son message carrément facilement. Enfin, pour moi, ça a vraiment bien marché. Je trouve que le vocabulaire qu'il employait, il était simple. Ça se sent que c'est un prof qui explique sa théorie, donc qui nous parle du bonheur, de la maturité, qui nous parle de l'émerveillement. J'en ai parlé dans une vidéo, d'introspection, et je vous la recommande, elle est en barre d'infos. Et en fait, ce sont des concepts que j'arrivais vraiment pas à qualifier, que j'arrivais pas à expliquer auprès d'autres personnes. Ça parle du bonheur, mais ça parle de ce sentiment d'émerveillement qu'on peut ressentir parfois face à un magnifique paysage pendant un moment avec ses amis ou avec sa famille ou avec son amoureux, son amoureuse, où on se sent comme si
la vie pouvait s'arrêter là maintenant et on aurait été heureux. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais en tout cas c'est quelque chose que Leopardi raconte dans ses poèmes, quelque chose qui a beaucoup touché Alessandro d'Avena et c'est pour ça qu'il essaye d'en parler dans ce livre, pour donner aussi envie aux jeunes gens de lire de la poésie. Enfin, ça explore plusieurs thèmes autour du bonheur, autour de Leopardi, autour justement de la maturité. Ça a aussi ses parts de noirceur parce que plus on avance dans les âges de la vie, plus on a aussi des témoignages d'élèves ou d'adolescents qui envoyaient des lettres à Alessandro d'Avena pour parler de leurs problèmes qui parfois peuvent être liés avec des maladies, avec des TCA, avec des pensées suicidaires, etc. Et on a la réponse après d'Alessandro d'Avena. Enfin bref, c'est très mal expliqué, c'est très fouillis. Mais c'est un essai vraiment magnifique qui, encore une fois, met des mots sur des choses qui étaient hyper abstraites dans ma tête et que j'arrivais pas à expliquer. Et c'est justement un recueil qui m'aide à me sentir moins seule dans ce que je ressens, dans ce que je trouve de beau dans la poésie et dans la vie. J'ai l'air complètement à côté de la plaque ou carrément jetée quand je dis ça, complètement allumée. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et que je ne peux que recommander à tout le monde parce que c'est un truc qui peut vraiment faire du bien à beaucoup de personnes. C'est hyper accessible, je trouve, parce que moi qui ne suis pas trop essai, j'ai vraiment dévoré ce livre. Bref, il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyée. Je suis très très contente de l'avoir relu. Ça m'a vraiment parlé et ça m'a fait du bien. Je pense que c'est un livre que je relirai encore et encore, année peut-être après année, parce que ça me fait toujours autant de bien pour le moment. Ensuite, une lecture vraiment très agréable et assez originale, j'ai lu Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino. Donc ce magnifique livre, parce que je le trouve vraiment incroyable. C'est une histoire assez simple, c'est Victor et Lola, il me semble, qui sont amoureux, qui vivent ensemble, mais un jour, donc c'est dans un futur assez proche, on va dire, une application va permettre à tous les couples de savoir la date à laquelle leur histoire d'amour va se terminer, avec également des pourcentages pour savoir les raisons, donc que ce soit rencontrer une nouvelle personne, retour de l'ex, problèmes financiers, problèmes dans la vie quotidienne, enfin bref, ça c'est les catégories. Et Victor et Lola, après s'être plutôt opposés à cette idée, vont décider de tester eux quand est-ce que leur couple va s'arrêter et d'après l'application il ne leur reste que 2 mois. Donc 2 mois c'est pas beaucoup, surtout que au début dans l'histoire on voit à quel point ils sont vraiment très très amoureux, on se dit et ils se disent également mais comment, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on se sépare dans 2 mois alors que tout est parfait maintenant. Et je vous en dirai pas plus, mais c'est une histoire très courte avec des chapitres vraiment très très courts qui se lit hyper bien. Moi j'ai trouvé la plume très très simple, mais justement c'était en la faveur de l'histoire puisque on n'en sait pas trop non plus sur ces personnages-là, on sait rien de la ville, on sait rien de ce futur pourtant proche. C'est vraiment centré sur cette histoire d'amour, sur les émotions des personnages. Et c'est vraiment, je trouve, à mes yeux, une étude fictive sur les rapports entre les gens, entre les couples, les histoires d'amour, etc. Parce que ça reste assez général. On a aussi des témoignages d'autres petites histoires d'amour, que ce soit des couples qui terminent dans le voisinage de Victor et Lola ou dans l'immeuble, etc. Le frère de Victor, notamment, dont il est question à un moment dans l'histoire. Et je trouvais ça vraiment très très chouette. C'est très court encore une fois, mais honnêtement, moi qui d'habitude oublie très rapidement les livres courts, là j'y repense souvent. Ça m'a vraiment fait l'effet d'une lecture marquante parce que ça a beau être hyper simple, je trouve que c'est en ça aussi que c'est original. C'est un concept tellement complet en lui-même parce qu'il y a tellement de choses à dire de ce concept en fait. Elle aurait pu écrire plein d'autres histoires autour de ce concept et ça aurait quand même été original. Je trouve que du coup c'est une très bonne lecture qui n'est pas compliquée mais qui en même temps assez émouvante. Malgré en fait la rapidité de la lecture m'a fait ressentir pas mal de choses. Moi-même je me suis posé la question de oh mon dieu si cette application était là, est-ce que je m'en servirais? Qu'est-ce que ça voudrait dire de moi? Qu'est-ce que ça voudrait dire de mon couple, etc. Enfin j'ai commencé un peu à délirer et je me sentais même mal parfois, donc ça m'a fait quand même ressentir pas mal de choses. Et donc bref, encore une fois mon avis est un peu fouillis mais c'était une très bonne lecture, très intéressante. Je recommande et honnêtement si vous n'êtes pas fan des plumes assez simples ou des histoires courtes ou des livres où on n'a pas beaucoup d'infos sur les personnages, c'est peut-être pas pour vous mais moi c'est ce qui a fait que j'ai aimé ce livre. Ensuite quand j'étais à Rennes j'ai lu un livre que j'ai pareil acheté en décembre l'année dernière dans une librairie à Paris pour mon tout premier vlog sur cette chaîne d'ailleurs. Il s'agit de Rouille de Florian Soulas. Donc globalement c'était plutôt une bonne lecture honnêtement, s'il s'agit de fantasy uchronie, puisque là on est dans un monde un peu steampunk en 1786, en 1897, ça n'a rien à voir, en 1897 à Paris, avec un monde pour le coup fantasy, avec un monde qui est beaucoup plus avancé que le Paris de l'époque, il y a beaucoup plus d'avancées technologiques, industrielles, etc. Et on suit l'histoire de Violante qui est amnésique, qui ne se rappelle de rien au-dessus de 2 ans auparavant,
au début de l'histoire, et qui vit dans une maison close et elle est une prostituée de luxe. Et elle va vouloir aller sur la trace en fait de sa naissance, de pourquoi elle a oublié tout ce qui se passait avant ses 2 ans. Et en même temps elle va se retrouver prise dans une affaire assez sombre avec des enlèvements et notamment des viols d'autres prostituées et d'enfants. Et elle va devoir se dépêtrer avec toute une petite bande de malfrats pour savoir qui a fait ça, pourquoi. Et ça va juste mêler plein d'éléments de sa vie ensemble, elle va être prise dans cette enquête. Et on va dire que à mes yeux c'était comme une sorte de roman policier ou une enquête, un livre à énigmes en fait, version fantasy, version uchronie, donc voilà. Et honnêtement j'ai trouvé la plume plutôt pas mal, ça se lisait bien, mais j'ai trouvé le livre un peu redondant à un moment et honnêtement je pense qu'il aurait pu faire une bonne 50aine de pages en moins. La fin m'a pas du tout marquée et en fait j'avais l'impression que j'étais hyper hypée au départ et que plus le temps passait, moins je l'étais. Donc je sais pas si c'est juste mon intérêt pour ce genre de livre qui est un peu passé ou si c'est le livre qui est comme ça. Mais même si c'était quand même assez rythmé, bah je sais pas, j'étais pas aussi intéressée que ce que je le voulais dans ce livre. Donc c'est peut-être pas la faute du livre, c'est peut-être juste moi qui avais envie de lire autre chose ou qui avait la tête ailleurs. Mais du coup je garde quand même un souvenir qui est pas forcément non plus génial de ce livre dans le sens où voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus quoi. Un petit peu une déception quand même parce que je m'attendais quand même à beaucoup aimer ce livre comme beaucoup d'autres. Mais voilà, il m'a pas plus marqué que ça. Je trouvais certains personnages franchement caricaturaux et je trouve qu'on devinait assez rapidement ce qui se tramait dans cette histoire. Mais peut-être que c'était l'intérêt parce qu'il y a pas mal de livres à énigmes. Donc c'est pas non plus le but premier comme là. En plus de ça, il y a le côté fantasy, il y a le côté maison de prostitution, il y a le côté aussi un petit peu romance qui vient jouer dedans. Donc c'était peut-être pas le but de l'autrice de faire un truc où à la fin on était là oh, mais comment c'est possible, je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin, je trouve qu'elle a plutôt choisi la facilité et c'est dommage. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne plume. C'est intéressant d'avoir une plume comme ça francophone pour la fantasy. Parce que moi, je ne connais pas trop d'auteurs fantasy francophones, honnêtement. J'ai pas trop lu, mais je sais qu'il y en a. Mais du coup, je m'intéresserai peut-être à ces prochaines sorties, voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et je vous tiendrai au courant. Mais voilà, je vais bien aimer sans plus. On passe à mon gros coup de cœur du mois de juillet puisque j'ai enfin lu Take a Hint Danny Brown de Talia Hibbert qui est juste là, qui est très abîmé. Il est arrivé abîmé et je l'ai encore plus abîmé. Donc c'est le 2e tome dans la série des Brown Sisters, donc une série de romances avec 3 sœurs. Et c'est honnêtement des 2 premiers tomes mon préféré de loin. Ensuite Dani qui est étudiante en doctorat, qui donne des cours à la fac et qui va un jour être sauvée entre guillemets par son ami qui travaille à la sécurité qui s'appelle, j'ai oublié, Zafir Ansari. Car lors d'un exercice d'évacuation de la fac, il va la récupérer dans un ascenseur et la porter dans ses bras. Sauf que les étudiants vont évidemment filmer cette évacuation et ce faux couple, puisqu'ils ne sont vraiment pas en couple et qu'il était juste là pour la porter, pour la sortir de l'établissement, va être en top tendance sur Twitter, va être en top tweet. Et les 2 amis vont vite se rendre compte que c'est dans leurs intérêts respectifs que de faire semblant d'être en couple en fait. Donc le trope vraiment de cette romance c'est le faux couple, la fausse relation et on s'en doute c'est une romance, une fausse relation qui va sûrement évoluer en quelque chose d'autre, peut-être un peu plus vrai. Déjà l'un des points forts de ce roman c'est vraiment les personnages. Je n'ai jamais trouvé un personnage masculin aussi plaisant, aussi agréable, aussi intelligent, aussi déconstruit dans sa masculinité toxique que Zafir Ansari. Vraiment, ce personnage masculin était génial. C'est un homme qui n'a pas honte de ses émotions, qui apprend même à des adolescents garçons du coup comment gérer leurs émotions, comment ne pas en avoir honte et comment essayer d'accepter que en tant qu'être humain on ressent des émotions et que c'est pas parce qu'on est un garçon qu'il faut forcément ne rien montrer, que c'est sain d'évacuer ses émotions. Et ça c'est vraiment un gros plus parce que je trouve qu'à côté franchement le protagoniste masculin du premier tome est bien pâle honnêtement. Je trouve qu'il avait pas grand chose de particulier le premier protagoniste masculin, donc Redford Morgan, dans le premier livre Get a Life Chloe Brown. J'ai du mal là, j'espère que vous suivez. Et ensuite Dani, elle était incroyable aussi, franchement elle avait une personnalité bien à elle, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui a été blessée mais qui laisse pas les autres la blesser et j'ai trouvé sa personnalité vraiment flamboyante et vraiment agréable à lire. Honnêtement c'était super d'avoir son point de vue, je trouvais ça vraiment génial de pouvoir la suivre dans ses journées, de la suivre dans ses réflexions parce que comme elle est convaincue de savoir ce qu'elle veut et qu'elle le dit haut et fort, elle se remet jamais en question et elle se remet pas forcément en question quand elle a décidé de dire à tout le monde ce qu'elle voulait. Elle peut pas se dire
peut-être que ce que je veux ça a changé, peut-être qu'au final je dis tout ça pour me protéger moi-même de quelque chose alors que je sais très bien que potentiellement je pourrais tomber amoureuse ou alors potentiellement je pourrais avoir un petit peu plus que la relation qu'on a actuellement. Enfin bref, c'est un peu le schéma de la romance habituelle honnêtement. Et en fait les personnages étaient tellement originaux que j'ai même trouvé ça dommage qu'on tombe du coup dans la construction de la romance habituelle. Puisque dans chaque romance évidemment au départ ça part de là, ça monte, ça monte, ça monte, puis à la fin il y a hop l'événement qui fait que oh mince les personnages vont peut-être pas être ensemble et au final à la fin de chaque romance, donc c'est pas du spoil hein, à la fin de chaque romance il y a un happy ending, donc ils se retrouvent. Là en fait les personnages étaient tellement originaux que j'ai limite trouvé ça grotesque, la raison pour laquelle à la fin il y a un hic qui fait qu'ils vont peut-être pas finir ensemble alors que voilà. J'ai trouvé ça un peu grotesque dans le sens où je me disais que mes personnages d'amour ne valaient pas ça. Alors j'ai rien du tout contre la construction des romances en général. Honnêtement ça peut être très bien fait, très bien exploité. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les livres de romance. Parfois c'est hyper positif d'utiliser cette façon-là de d'écrire une histoire parce que c'est un schéma qui fonctionne, c'est un schéma qui peut être très 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 bien mené. Mais là du coup comme les personnages étaient hyper intéressants, je m'attendais à autre chose quand même, enfin je sais pas. Je saurais pas l'expliquer parce qu'en même temps s'il n'y avait pas eu ce moment où oups ça allait plus entre eux, j'aurais peut-être moins vibré aussi, j'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était une excellente lecture, honnêtement l'une des meilleures romances que j'ai lues cette année de loin et c'est marrant parce que là comme ça fait un petit peu de temps je suis peut-être moins passionnelle au sujet de ce livre que je n'aurais pu l'être si j'en avais parlé il y a un mois, mais j'ai déjà envie de le relire. Donc je pense que ça veut tout dire ça. Alors on passe à mes deux dernières lectures et tout d'abord j'aimerais vous parler rapidement de L'Amant de Marguerite Duras. Du coup, L'Amant, j'en avais parlé dans mes autres vidéos, j'avais vraiment envie de le lire parce que je connaissais pas du tout la plume de Marguerite Duras. Et j'ai plusieurs avis sur ce roman, mais je vais être courte parce qu'en fait, j'avais décidé de prendre un peu de temps pour moi pour réfléchir à ce que j'allais en dire. Mais c'est encore très flou dans ma tête et je sais pas si je vais réussir à avoir des pensées cohérentes au sujet de ce livre. C'est sûrement un livre qui est fait aussi et qui a fait ça à beaucoup de monde pour voilà, nous laisser dans un état où on ne sait pas quoi en penser du tout. Juste on l'a lu. On a plein d'avis différents, parfois qui sont les uns contre les autres, mais voilà, je sais pas quoi en penser. La plume de Marguerite Duras, c'est soit détestée, soit adorée, honnêtement. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de gens entre les deux. C'est vrai qu'elle est souvent moquée, parfois on aime bien écrire dans le style de Marguerite Duras en mode blague, mais moi ça m'a pas choquée. Au contraire, moi je trouve que j'ai plutôt bien aimé sa plume, elle m'a pas dérangée du tout, je l'ai trouvée assez originale et pas aussi redondante que ce que je croyais, je pensais que ça allait finir par être lourd. Donc la plume, j'ai rien à redire, c'est son style et je trouvais ça agréable. Après peut-être que si je lis tous ces romans ça va finir par me sembler redondant. Mais là en plus c'est un truc assez court donc j'ai plutôt trouvé ça agréable de lire une nouvelle plume aussi originale. L'histoire en elle-même c'est l'histoire du coup de Marguerite Duras pendant son adolescence. On parle de son rapport à ses frères, son rapport à sa mère, son rapport aux hommes. Puisque c'est aussi la façon dont elle va découvrir la sexualité et s'émanciper un peu du carcan familial. Mais en fait, c'est tellement confus comme histoire, enfin, on passe d'un passage à un autre, on passe à un flashback, puis de nouveau on est avec tel homme, puis on change et là on voit le frère, mais à un autre moment de la vie. Enfin, c'est juste en fait des souvenirs de Marguerite Duras qui semblaient vraiment couler comme ça de son esprit en direct, alors que je sais qu'elle a écrit ça il y a longtemps, mais pas structuré du tout. Et au départ, je trouvais ça pas mal honnêtement comme concept, mais après, c'est devenu de plus en plus compliqué pour moi de suivre. Je pense que ce qui m'a peut-être dérangée dans cette lecture, c'est qu'il y avait honnêtement des aspects hyper dérangeants dans ce qu'elle disait, mais j'ai pas envie de la blâmer pour ça parce que c'est tellement la réalité de beaucoup de monde. Honnêtement, moi ça fait quelques années seulement, mais c'est vrai qu'on peut passer par des phases où on a l'impression de baigner dans un truc un peu malsain, notamment quand on grandit, que on est dans pleine puberté, qu'on découvre la sexualité, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté un peu douloureux, je trouve, dans cette étape de la vie. D'ailleurs, le livre que je lis actuellement parle de ça et je vous en reparlerai du coup dans une prochaine vidéo sur mes lectures d'août. Et moi, au départ, ça m'a perturbée. J'avoue que c'est pas un sujet qu'il m'est agréable de lire. Mais au final, j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent avec tout ce qu'elle expliquait, notamment avec le rapport avec la famille, puisque sa première relation a un rapport avec sa famille, un rapport dans sa place dans cette famille-là. Mais voilà, c'est tellement une autre époque, un autre lieu aussi, que j'avais beaucoup de mal à m'imaginer ça. Ça m'a juste donné l'impression que j'étais dans un état un peu vaporeux, où je lisais ce livre. Je lisais la vie de quelqu'un en fait finalement et à la fois il y avait des trucs dans lesquels je pouvais m'identifier, des trucs que je pouvais comprendre, mais en même temps ça me paraissait tellement loin et un peu ouais, un peu comme dans un rêve en fait. Mais pas forcément un bon rêve, je sais pas l'expliquer. Un rêve compliqué quoi, parce qu'elle vit quand même des choses assez compliquées et parfois c'est décrit de façon
franchement assez violente ou assez, je trouve, assez triggerante. Je sais pas si ça fait sens. Enfin bref, c'est pas un mauvais livre, c'est pas une mauvaise lecture. Je suis personne déjà pour dire si c'est un bon livre ou un mauvais livre, mais c'est pas une mauvaise lecture, c'est une lecture intéressante qui m'a parfois un peu dérangée. Et je suis pas sûre de le recommander à tout le monde honnêtement parce que je suis pas sûre que ce soit fait vraiment pour tout le monde. Je vous conseille un peu de lire des avis sur internet. Mais voilà, ça m'a paru assez étrange comme lecture. Mais je suis très contente de l'avoir lu, d'avoir enfin découvert Marguerite Duras. Simplement voilà, je sais pas si je vais continuer dans ses autres œuvres parce que ça me laisse un petit peu dans un état de malaise que je ne saurais pas vraiment expliquer. Peut-être que vous comprenez et que vous avez déjà connu ça avec cette autrice ou d'autres auteurs. Enfin bref, on passe à la dernière lecture. Et enfin en dernier, et là je l'ai pas sous la main, j'ai lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, je vous parle de lui depuis le début de cette chaîne, je l'ai découvert cette année, donc découvert ses nouvelles. Et on m'avait beaucoup parlé de cette nouvelle comme étant une très très bonne nouvelle de Stefan Zweig. Et je confirme que c'est une très très bonne nouvelle, que j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de cette femme. Donc il s'agit d'une femme que le narrateur va rencontrer dans un casino et qui va lui expliquer son histoire d'un jour où elle a failli fuir avec un homme plus jeune alors qu'elle était veuve depuis quelque temps. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et quel a été le cheminement avec cet homme-là qui a fait qu'elle ne s'est pas enfuie finalement avec lui. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très agréable, comme d'habitude la plume de Stefan Zweig est hyper belle, hyper... J'adore la plume de Stefan Zweig, je ne saurais pas la qualifier. Vraiment spécifique, mais en même temps suffisamment générale pour laisser place à l'imagination, dans le sens où il décrit pas la moindre chose dans la pièce. Moi, honnêtement, dès que je lis du Stefan Zweig, je trouve ça beau parce qu'il emploie des mots qui sont très beaux et c'est très bien écrit, mais aussi parce qu'il nous laisse l'espace d'imaginer le décor. Pour moi, rien ne vaut une nouvelle de Stefan Zweig pour s'imaginer un décor en lisant, alors que certains livres ne laissent pas cette place-là, ou au contraire sont tellement flous qu'on ne s'imagine rien du tout. Donc pour ça, j'aime beaucoup Stefan Zweig, c'est hyper imagé, mais ça nous laisse vraiment cette dimension-là d'imagination, tout simplement, je reste dans le même vocabulaire. Après, j'avoue que j'étais un peu déçue parce qu'on m'en a tellement parlé que je m'attendais à un truc qui allait vraiment me marquer. Et au final, honnêtement, c'est peut-être quand même... Ça fait quand même partie, je pense, de mes nouvelles préférées de Stefan Zweig, mais c'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Je pense que le format nouvelle, finalement, avec Stefan Zweig commence peut-être à m'épuiser, dans le sens où c'est toujours magnifique, honnêtement, et ça sert bien sa plume, mais j'en ai lu tellement qu'au final, j'ai l'impression que tout va finir par se mélanger dans ma tête, alors que j'adore sa plume, donc je trouve ça dommage. Et j'ai pas lu de roman de Stefan Zweig, je sais pas s'il en a fait, ça se trouve j'ai une grosse connerie, et effectivement il a fait des nouvelles, et effectivement pardon il a pas fait que des nouvelles, il a fait aussi des romans un peu plus longs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez si Stefan Zweig a fait autre chose que des nouvelles, mais en tout cas c'est vrai que j'ai été un peu déçue pour ça, c'est que en plus de ça, son point de vue sur la femme est intéressant par rapport à l'époque dans laquelle il a écrit ça, mais même si c'était peut-être novateur à l'époque où il a écrit ça parce qu'il je trouve qu'il a quand même une grande compréhension de la femme en tant qu'homme. Honnêtement, on ne tombe pas du tout dans les clichés, etc. Et ça, c'est agréable. Ça reste quand même un petit peu outdated, quoi. Ça reste un petit peu ancien comme façon de penser, de considérer la femme. En fait, c'est des choses qu'on a tellement acquises, nous les femmes, qu'on n'a plus vraiment besoin. Enfin, je dis nous, mais du coup, je vais repartir sur la première personne du singulier parce que ça reste que mon point de vue de lecture. C'est des choses qu'on a tellement intégrées que voilà, j'apprends rien en fait. Et même si c'est cool de voir qu'un homme comme Stefan Zweig était quand même dans la compréhension de la femme à cette époque-là, même si son analyse de cette femme, la façon dont il l'écrit, etc., est franchement pertinente et agréable et belle, moi ça m'apprend rien. Et peut-être que c'était pas du tout dans cette optique-là que j'aurais dû commencer cette lecture. J'aurais dû juste me dire c'est une nouvelle de Stefan Zweig, point. On va pas partir dans comment il analyse la femme, etc. Comment il se place par rapport à la femme. Mais voilà, je suis peut-être partie dans la mauvaise optique, mais en tout cas, c'était une bonne nouvelle. J'ai été très contente d'enfin lire 24 heures de la vie d'une femme. Mais pas la meilleure de Stefan Zweig à mon avis, et un petit peu déçue parce que j'ai été trop hypée pour cette nouvelle. C'est la fin de cette vidéo sur mes lectures de juillet, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez vous-même lus en juillet. Si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.